number. That's that shit that's never getting bounced on ya. Bitch, I do the money dance. I just made 100 bands. When the stars say sign for it, I'ma leave my autograph. Dollar bills, watch it falling for me. I love the way that feels. Dollar bills, keep on falling for me. Alors celle-là, je ne l'avais pas vu venir. Mistralien, je vais commencer par faire mon mea culpa puisque j'avais annoncé la mort d'Elodie dans l'une de mes dernières vidéos, alors que pendant tout ce temps, elle était occupée à... Bon, en tout cas, en plus d'avoir la main sur cette affaire depuis tout ce temps, elle nous a prouvé qu'elle avait la main verte. Bon. Avant de revenir sur les intrigues de la semaine, une partie actualité puisqu'il a été annoncé le retour tant... espéré ou redouté de Théo Baumel, incarné par Jules Fabre. Le compagnon de Coralie n'a plus été aperçu à l'écran depuis août 2020 et le couple polémique a vécu un long confinement perpétré par le gouvernement mistralien. Alors de quoi se plaignent les Australiens? Marie Réhache, la mère de Jules, s'est clairement foutue de nous puisqu'elle a affirmé dans une interview qui date du mois dernier qu'elle ignorait si son fils allait revenir à l'écran. Il en avait envie mais elle ne savait pas ce qui trottait dans la tête des auteurs, et finalement quand on voit qu'il est déjà sur les tournages, on se demande même s'il n'était pas dans la pièce d'à côté à réviser son texte pendant que sa mère donnait cette interview. Très honnêtement, je n'ai aucune idée des plans concernant Théo ou Coralie, et bon, je ne sais pas, j'ai l'impression que pour ces deux personnages, le train est passé depuis un moment. La génération de Théo a sauté, la famille de Théo a sauté, sa prof de maths, Théo, il l'a... Je n'ai pas l'impression que l'attente est énorme autour de ce retour, voire peut-être de ce double retour depuis surtout le départ de Sarah Mortensen, qui ne doit pas être très mécontente finalement d'être dans le projet Astrid et Raphaël quand on voit la suite qui a été donnée à son personnage. Parce que la pauvre Coralie Blin a été remplacée par un psychorigide qui a visiblement un amour inconditionnel du chocolat. Et pour moi, il faut profiter du retour de Jules Fabre pour séparer définitivement pour séparer Théo et Coralie, peu importe d'ailleurs qu'on les voit à l'écran ou non. Bon, on a bien vendu un abandon d'enfant du côté de Sophie sans qu'elle soit présente, alors une modeste rupture. Allez, ceci étant dit, partons pour les épisodes diffusés du lundi 17 au vendredi 21 janvier 2021 par France 3, avec dans un premier temps un retour sur les événements marquants de cette semaine, et puis une partie plus subjective de notation avec la fameuse rubrique Mistral 5 étoiles où je donnerai mon avis sur tout ce qui a été développé lors de ces 5 épisodes. Les Fédala dans une intrigue humoristique, et ce n'est pas une vanne. Après un scénario de vie et de survie, notamment lors de la fausse mort de l'avocat, place à des scènes d'une toute autre envergure. On nous rappelle, et ce n'est pas innocent, qu'à la fois Karim, Abdel et Bilal ne sont pas au top sur le plan affectif. Abdel n'a plus la tête à ses dossiers. Depuis le départ d'Alison, Karim ne sait jamais s'il doit répondre aux appels d'Elsa, tandis que Bilal se demande si sa chère Ambre n'est pas partie rendre une visite aux petits hommes verts aux côtés de son papa Francis. C'est dans ce contexte que Karim accepte de donner une leçon de conduite à Bilal et tout dégénère très rapidement puisqu'il ne sait pas s'il doit répondre à un énième appel de son ex Elsa. Et voilà que le véhicule achève sa course dans un carton et résultat des courses, ça cartonne côté réprimande. Et alors les emmerdes ne font que commencer pour Karim qui décide de prendre en fuite un de roue, un type qui lui doit de l'argent. Bon, malheureusement il finit au poste interpellé par Eric. Et ce dernier lui annonce la suspension de son permis. Abdel, le plus naturellement du monde, est réquisitionné pour défendre son papa, mais à son tour, faute de concentration, il commet une grosse bévue, un excès de vitesse excessif, du genre qui te condamne ta partie de 1000 bornes. Et lui aussi se voit confisquer son précieux papier rose. Le pauvre Bilal, lui, qui n'avait rien demandé pour une fois, il se voit infliger exactement le même traitement, c'est-à-dire la tête en bas, sous la voiture, arrêté et emmené au poste. Il a le mérite de faire comprendre à Karim ce qu'il va advenir de sa propre personne quand il n'aura plus son permis. Eh bien oui, Karim, sans son permis, va devenir un piéton. Ce qui va suivre est encore plus intéressant puisque les trois Fédala vont être amenés à côtoyer une jolie rouquine, la monitrice de l'auto-école prénommée Ophélie, une fan d'Hamilton. Team Hamilton n'est pas jusqu'au boutisme puisqu'elle sort quand même à Karim qu'Hamilton n'arrive pas à la cheville de Senna. L'autre.
Bon, quoi qu'il en soit, ça se discute eu égard au palmarès des deux champions. En tout cas, Karim s'amourache immédiatement de la belle Ophélie et il se décide, à la grande surprise d'Abdel, de repasser son permis. Et c'est là que j'en reviens à mon contexte, le contexte amoureux, puisque Ophélie elle va faire tourner la tête de Karim, mais aussi elle va faire tourner la tête d'Abdel et elle va faire tourner la tête de Bilal. 3 générations de Fedala. Bon, après, on aurait pu avoir la recomposition des Tortues Ninja avec April, à moins que Nisma décide de procéder à une transformation de type Claire-Antoine. Voilà en tout cas qui nous promet de très jolis moments entre les 3 Fedala et Ophélie. Il me tarde déjà de savoir la suite. On va retrouver la finale triplette. C'est une semaine de succès que vient de connaître Mousse, le nouveau CPE de Scoto. Il avait 2 missions à organiser une élection de délégués et rabibocher la mère de Jules et le prof de maths du jeune homme. Un 8 sur 20 qui a traumatisé Jules, puisqu'on ne l'a pas vu de la semaine, ni même pour les élections de délégués. Ah oui, je l'ai cherché dans toutes les scènes et je ne l'ai pas trouvé. Et quand on voit le nombre de bâtons affichés lors du dépouillement et cette absence, on doit se dire que la classe de Nisma, Kylian, Bilal est une classe très nombreuse. Et pourtant... Bon, au final, pour en revenir à cette élection, elle comportait un suspense tout relatif avec seulement 2 candidats officialisés, celle de Benoît Dupin et celle de Lola Corcel. Bon, le pauvre Benoît, considéré comme le faillot de service, a constitué la candidature régalienne avec plus de devoirs, plus de sécurité, plus de tout. Lola, en plus d'imposer les plats véganes dans sa cuisine, a voulu les imposer à Scoto. C'est Mousse qui a réussi à la convaincre de se présenter et il a même soudoyé Kylian pour que celui-ci devienne suppléant de sa sœur, condition sine qua non pour permettre à Lola d'être élue déléguée. Bon, c'est un Mousse flambeur avec son nouveau salaire de CPE. Non seulement il a payé Kylian à coup de billets de 10 €, mais ensuite il a payé de sa propre poche pour réconcilier Monsieur Cross et Madame Langlois. Des chocolats pour l'un, des fleurs pour l'autre, en leur faisant croire que le cadeau provient évidemment de la partie adverse. La morale, c'est que ce sont dans les vieilles confitures qu'on fait les meilleurs pots de vin. Bon, sinon le pauvre Benoît Dupin, il va falloir qu'il m'explique pourquoi il s'est entêté à vouloir devenir délégué. Vu sa cote de popularité, il ne devait pas s'élever bien au-dessus d'1 ou 2% dans les sondages. Ouais, il a quand même obtenu 4 bâtons. Mais le plus simple pour lui aurait été de faire une Montebourg, sans aucun doute. Bon, et sinon, vive les délégués. Lola, elle a été longtemps la risée de sa classe et elle a surclassé son concurrent pour largement s'imposer comme la plus populaire de la classe avec son frère Kylian. Mais du coup, s'il y a une stratégie en décalage, eh bien moi je dis qu'en 2023, ce sera l'année du pain. Et ça s'annonce croustillant. On dirait bien qu'Elodie nous a fait une Agatha Christie, des semaines qu'on la cherche, qu'on s'inquiète, que Bastien et Luna remuent ciel et terre pour la retrouver, et finalement, elle en est à cultiver ses plantes. Alors moi je vous le dis, elle prépare son prochain roman, son prochain thriller à base de botanique. Oui, elle est détenue par 2 zigotos, dont un espèce de Zizi Patop, qu'on a vu déjà à Place du Mistral avec un revolver. Alors, puisque Bastien et Luna ont connu des journées bien mouvementées, j'en reviens à ma vidéo dans laquelle j'annonçais la fameuse disparition, la mort d'Elodie, qui avait été annoncée sur bien d'autres sites. Alors, il y a quand même une scène qui m'a fait tilter, qui m'a fait hésiter sans pour autant me persuader, me confondre dans mon hypothèse. C'est la scène où Myrtha affirme à Sounali et Hugo qu'elle a un bon pressentiment pour ses parents, donc pour Bastien et les suites judiciaires, mais aussi sur le sort réservé à Elodie. J'ai trouvé ça un petit peu barbare sur le coup de jouer à la fois avec la foi et les sentiments de 2 adolescents qui sont éperdus par la disparition de leur mère, et j'aurais trouvé ça cruel pour eux que cette promesse soit finalement faite dans le vide, ce que j'ai pensé sur le coup. Et même si j'ai trouvé ce ton-là un peu inhabituel par rapport aux enjeux de la scène et aux enjeux du moment. Donc au final, ça m'a quand même créé un semblant de doute, mais de là à me dire qu'Elodie était en effet vivante, non. Bon, désormais, il est acquis que les zones d'ombre se situent plutôt du côté d'Elodie, mais je serais quand même surpris que Bastien soit lavé de tout soupçon. Pour rappel, il a menacé un député dans l'exercice de ses fonctions, manqué d'étrangler Luna, menacé avec une arme à 2 reprises un homme chez qui il est entré par effraction. C'est quand même un bon palmarès en 1 mois, qu'en pensez-vous? Bon, je vais passer à ma rubrique Mistral 5 étoiles, avec, vous allez voir, une intrigue principale qui pour moi commence vraiment à s'étirer en longueur. Ceci étant dit, je repasse à la moyenne cette semaine avec 2,5 étoiles sur 5 pour l'ensemble des épisodes. Malheureusement, une intrigue principale trop en dents de scie, avec des gros rebondissements, mais
qui ne sont pas toujours très ni convaincants ni logiques par rapport à ce qu'on nous a présenté ces dernières semaines. Une intrigue Fedala au top, je vais y revenir. Et malheureusement des scènes à Scoto qui ne sont pas de nature à nous faire relever le niveau d'estime qu'on peut avoir pour les adolescents. Pour les adolescents et pour cette génération de lycéens. Commençons par l'intrigue principale et mon Dieu que le duo Bastien-Luna est agaçant. Surtout Luna, je suis irrité par son comportement à l'égard des enquêteurs. Quand elle veut interrompre sa mission et qu'elle décrète à JP je ne veux plus trahir l'homme que j'aime. Elle l'a revu il y a un mois ce type et personne, dans l'esprit de personne, il n'existait jusqu'en décembre 2021. Il ne faut pas injurier de la sorte l'histoire du feuilleton, elle a déjà pris tous les risques il y a moins d'un an de ça pour son parrain des écuries. Et voilà qu'elle récidive pour un mec qui a eu tout le loisir de devenir un sale type en 20 ans. En 20 ans, les gens changent, ils se transforment en bien mais parfois en mal. Et donc elle ne connaît rien de Bastien, de sa personnalité, de ce qu'il a accompli durant 2 décennies. Sur le coup, je comprends parfaitement Myrtha qui est catastrophée en apprenant la nouvelle, que sa fille a replongé dans une histoire sordide. C'est vraiment, pour Luna, l'histoire de concurrencer Estelle. Et puis le cliffhanger sur le retour d'Elodie, puisqu'elle a apparemment un amour inconditionnel pour les plantes, à part se dire qu'elle aurait pu avoir son rond de serviette à GTS, que dire de plus ? Mon grand bol d'air de la semaine, ce sont les Fedala, Karim, Abdel, Bilal, ils sont tous les 3 géniaux. Une histoire d'hommes, de bonhommes et eu égard en circonstances et à l'intrigue qui nous est promise, les absences d'Elsa et d'Alison sont une bonne chose. Alors j'espère qu'Elsa sera impliquée dans une prochaine intrigue, pourquoi pas un retour avec Revel, même si ce couple ne m'a pas paru aussi solide que ça, ne m'a pas paru avoir un quelconque avenir ensemble, mais bon. On verra. On ne le dit pas assez, mais qu'il est coulu ce Marwan Béréni, c'est le pilier du Mistral. Il a tout joué ces derniers temps, on l'a transformé, on l'a détesté, on l'a adoré. Il a joué de tout et c'est peut-être l'acteur le plus polyvalent du feuilleton à l'heure actuelle. Il est bon tout le temps, il est jamais chiant, il est toujours intriguant. La relation père-fils est brillante et Bilal s'est parfaitement acclimaté, c'est parfaitement agrémenté au sein de ce duo. Alors faites-nous tenir cette intrigue d'auto-école sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, on s'en fout, soyons réalistes, hein, ça met du temps à passer son permis, alors prenez le temps que vous voudrez pour nous faire vivre cette histoire palpitante. Voilà, moi je ne demande que ça. Il ne me reste plus qu'à conclure et en vous rappelant une nouvelle fois que le format 5 minutes autour d'un personnage de son histoire, de ses amours, de ses emmerdes, de ses romances, arrive ce mardi et c'est Laetitia Bellesta qui a les honneurs d'entamer cette collection. Autant le personnage que l'actrice sont appréciés, donc nous allons partager des ondes positives et j'espère vous faire insuffler le bon parfum de la nostalgie et du bon vieux temps. Et si j'espère que ce format vous plaira de sorte à le prolonger dans le temps avec d'autres figures emblématiques du Mistral. Sur ce, passez un bon week-end, n'oubliez pas les abonnements, les pouces bleus, puisque oui, elle arrive. Bon, dernière nouvelle, elle était à Ibiza pour assister à un mariage, mais je n'en sais pas plus. Merci en tout cas pour votre fidélité à ce podcast qui est vôtre, mais surtout, mistralement nôtre. Bye bye.